Webinaire. Ah, mais Sonia, je le savais depuis longtemps. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc, bonne année à tous. Elle commence un peu sur les chapeaux de roue avec encore une grosse actualité. Donc, on a un peu bousculé notre agenda prévu puisque on devait avoir un autre sujet en janvier, mais il sera reporté en février en espérant que petit à petit, on ait moins besoin de parler du Covid et de toute cette actualité compliquée. Donc, bien sûr, pour ce merveilleux sujet, nous avons encore la grande chance, le bonheur d'avoir le professeur René-Marc Flippo avec nous. Vous l'aviez réclamé, il est là. Eh Bonsoir bien, René-Marc. bonsoir à toutes et à tous, et je m'associe bien sûr à ces vœux. J'espère qu'on se retrouvera pour une grande manifestation présentielle dans le cadre du prochain congrès et séminaire de l'Andar qui aura lieu, je ne vous en dis pas plus, peut-être en Normandie. Donc, Ludivine est bien sûr avec nous en backup et Damien en renfort. On espère que les connexions vont tenir le coup parce que selon les régions, on a quelques petites Ouais. complications. On a changé, vous l'avez vu, on est sur Zoom maintenant. D'après le professeur Flippo, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'espère qu'il en est de même pour vous. On a toujours cette possibilité d'échanger et n'hésitez pas à la saisir. Vous avez normalement en bas de votre écran un petit onglet qui s'appelle Discussion. Donc, n'hésitez pas, Ludivine a commencé à interagir avec vous. Alors, vous pouvez lever la main, mais honnêtement, je ne vous donnerai pas la parole, donc ce n'est pas la peine. Il n'y a que René-Marc Flippo qui parlera ce soir. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez la possibilité de participer à la deuxième partie de l'étude sur le ressenti durant la crise sanitaire. Vous vous souvenez, vous aviez été très nombreux à contribuer. Ça nous a permis d'ailleurs de faire un travail intéressant porté notamment par René-Marc Flippo et par Véronique Barfetti. Et qui a été en communication au congrès de la Société française de rhumatologie en décembre dernier. Donc là, il y a une deuxième phase. On compte absolument sur votre participation pour cette deuxième période. Ludivine va vous partager dans la partie discussion justement le lien pour contribuer et vous le retrouverez de toute façon sur le site de l'ANDAR, sur les newsletters et sur les différents réseaux sociaux où l'association est active. Donc, on compte sur vous, contribuez. Ensuite, la formation en ligne de l'Andar change d'adresse et change de look. On s'est un peu modernisé. Donc, vous avez toujours l'accès libre, gratuit, à disposition. Et donc, maintenant, ça s'appelle maformationsurlapr.org. N'hésitez pas à y aller, à prendre les contenus par thème ou en totalité. Cette formation est évidemment avant tout faite pour vous. C'est un petit conseil aussi pour les professionnels de santé, différents acteurs qui œuvrent autour de la personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde. C'est toujours bon de comprendre encore mieux la vie avec la maladie et la perception des patients pour améliorer la relation et la prise en charge. Et pour terminer, Nathalie Pierrat propose toujours des séances autour de yoga avec Zoom, donc la même plateforme qu'on utilise ce soir. C'est 5 € la séance adaptée spécifiquement pour les patients atteints de maladie de Crohn et les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. C'est un partenariat qui est fait entre Vini Yoga, l'AFA et l'Andar. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Et maintenant, je vais davantage laisser la parole à René-Marc Flippo, puisque c'est quand même l'enjeu ce soir de parler de cette grosse actualité autour de Covid et vaccination, et bien sûr dans notre perspective polyarthrite rhumatoïde. Donc, bien sûr, René-Marc, il y a plein de questions, notamment des questions évidemment sur est-ce qu'avec un traitement de fond pour la polyarthrite rhumatoïde, on peut envisager la vaccination. Donc, effectivement, après ce couvre-feu, la première question qu'on met en avant, c'est l'intérêt de la vaccination. On en avait déjà un petit peu parlé lors du précédent webinar. Je me suis senti un petit peu obligé de me vacciner devant témoins en ayant la malchance d'avoir dépassé une certaine limite d'âge qui m'a donné une priorité. Donc, on peut passer la diapo, Sonia.
La réponse est à l'évidence oui. Alors pourquoi oui? Habituellement, on vous demande, on vous suggère chaque année de vous faire vacciner contre la grippe. Et en général, se faire vacciner contre la grippe, c'est surtout pour soi. C'est pour éviter de ne pas faire la grippe. On pense peut-être un petit peu moins aux autres bénéfices, la transmettre aux autres, l'impact sur le système de santé, l'impact sur l'économie. Donc, pour mettre un petit peu la pression sur tout le monde, se vacciner contre la Covid, quel que soit notre état de santé, c'est potentiellement se protéger, puisque vous savez que les vaccins actuels sont efficaces avec une efficacité extrêmement élevée, 90-95%, et vous savez que de temps en temps, on entend des gens jeunes qui ne sont pas malades et qui font des Covid graves, voire mortels. Donc, à défaut d'avoir une boule de cristal, déjà, il y a un premier niveau, même avec ce que je vais vous dire, c'est se protéger soi-même. Deuxièmement, il y a le fait de rompre la transmission de la maladie. On a dit qu'on n'avait pas encore assez de données, mais très clairement, quand on est vacciné, on va diminuer la transmission du virus aux autres et notamment aux personnes fragiles qui nous entourent, nos parents, nos grands-parents ou ceux qui sont malades. Donc il y a la protection des autres et quand on voit le nombre de décès, difficile d'être insensible potentiellement au risque de transmission. Et puis troisièmement, eh bien, on peut taper des mains et applaudir les soignants. Il y a la protection du système de santé national. C'est qu'il n'y a pas que la Covid, mais si demain vous faites un infarctus, un accident vasculaire, si votre fille fait un cancer du sein, si vous faites un cancer du sein, ben, si vous voulez être pris en charge de façon optimale, ben, il vaut mieux que le système de santé ne soit pas saturé et totalement dépendant de la Covid. Et puis quatrièmement, bon moi ça sera plutôt pour mes enfants et mes petits-enfants, mais qui va payer l'impact économique? Il est clair que cet impact économique global, et on est dans un pays où il y a un haut niveau de protection sociale, eh bien il faudra bien payer cet impact économique. Autrement dit, se vacciner, c'est se protéger, c'est protéger les autres, c'est protéger le système de santé et c'est protéger globalement notre économie. Alors nous, dans ce contexte de rhumatisme inflammatoire, on nous a dit au mois de mars 2020 que les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, les biothérapies étaient à risque de formes graves. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, ça n'a pas été confirmé dans le sens où avoir une polyarthrite, avoir une spondylarthrite, avoir une biothérapie, avoir du méthotrexate, à l'heure actuelle, ça n'augmente pas le risque de formes graves. Ça, ce sont des données rassurantes et on a les résultats de la cohorte française sur plus de 1000 rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes. Très clairement, la maladie elle-même, le méthotrexate et la biothérapie ne constituent pas des facteurs de risque de forme grave. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, ce sont les comorbidités. C'est ce qu'il y a à côté. Est-ce qu'on est obèse? Est-ce qu'on est hypertendu? Est-ce qu'on a fait un infarctus? Est-ce qu'on a de la bronchite chronique? Est-ce qu'on a du diabète? Donc, c'est l'ensemble des pathologies associées. Et puis, il y a 3 types de traitements pour lesquels, effectivement, il y a plus de formes graves. La cortisone, quand on est à plus de 10, a fortiori plus de 15 mg par jour au long cours, en principe, ça doit être exceptionnel dans la spondyloarthrite, ça doit être, j'espère, très peu fréquent dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a dans les maladies systémiques, le lupus, la sclérodermie, ce qu'on appelle des immunosuppresseurs, l'azatioprine, le cyclophosphamide, le mycophénolate mofétil. Et puis, on y reviendra, il y a le rituximab. On avait déjà échangé
en disant ben oui, mais avec le confinement, on nous dit de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas faire notre perfusion. Eh bien, le rituximab, c'est un médicament qui diminue la fabrication des anticorps, et donc j'y reviendrai. Ceux qui sont traités par rituximab, eh bien, ils doivent se faire vacciner, et je dirais encore plus que les autres. Donc, de façon générale, on doit se faire vacciner. Si on a un rhumatisme inflammatoire, une maladie auto-immune, des traitements biologiques, eh bien, on doit se faire vacciner. Et on doit encore plus se faire vacciner si on a de la cortisone au long cours, si on est sur rituximab ou immunosuppresseur. Ça ne vous dispensera pas, j'y reviendrai en conclusion, ce n'est pas parce que je suis vacciné que j'enlève mon masque et que je ne me lave plus les mains. Donc, même vacciné, on respectera les mesures barrières. Donc, est-ce que je dois me faire vacciner? C'est particulièrement recommandé, surtout dans les autres cas de figure. Alors, ça, Sonia, il y en a qui disent « Oui, mais il vaut mieux être vacciné, on m'a dit quand je vais bien et quand je suis en rémission. » Diapo suivante. Donc, c'est vrai que dans les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, on nous suggère c'est probablement mieux d'être vacciné quand la maladie est peu active. Et vous voyez, la filière des maladies rares, dans ses recommandations, elle met de préférence quand la maladie est en rémission. Et la Société française de maladies infectieuses, elle écrit « Il est raisonnable de décaler la vaccination chez les malades en poussée ». Tout ça, ce sont des conseils, sauf que il y a beaucoup d'inconnus. Deuxièmement, si votre maladie est en poussée, c'est que vous êtes malade. Et on sait que dans certaines maladies, comme les maladies de Crohn ou les rectocolites, quand la maladie est active, eh bien, il y a plus de risques de formes graves. Donc, il faudrait peut-être encore plus vacciner ceux qui ne vont pas bien. Mais c'est vrai, dans une maladie où l'immunité est déréglée, si la maladie est active, est-ce que le vaccin va marcher aussi bien? On ne sait pas. Mais je le répète, on est sur des vaccins qui marchent à 90-95%. Je vous rappelle que la grippe et les pneumonies, c'est 70%. Donc même si on perd 5, 10, 15%, ça restera une vaccination extrêmement efficace. Donc, la recommandation, c'est de se faire vacciner, quel que soit le niveau d'activité, même si peut-être c'est un petit peu mieux, si je vais bien, si c'est à distance de certains traitements, mais c'est se faire vacciner. De toute façon, nous ne sommes pas maîtres du calendrier de vaccination et nous ne sommes pas propriétaires des vaccins. Donc, on va y revenir. On est obligé de suivre la politique vaccinale qui nous est proposée, qui nous est imposée et qui tient compte de la disponibilité des vaccins. Alors justement, quel type de vaccin privilégier? Alors, aujourd'hui, on a 2 vaccins disponibles, le fameux vaccin Pfizer-BioNTech et, depuis quelques jours, le vaccin Moderna. Donc, vous voyez sur le petit dessin, l'avantage pour nous, avec maladie 10 immunitaire, il n'y a pas de virus vivant. Parce que toutes celles et ceux qui ont une biothérapie savent qu'il ne faut pas, il faut éviter les vaccins avec des virus vivants. Donc, c'est un énorme avantage, c'est que ce sont des vaccins où on va faire fabriquer par nos cellules la protéine qui permettra de fabriquer les anticorps contre cette protéine.
Et en fait, c'est une protéine qui recouvre le virus. Donc, si le virus arrive, eh bien, on va le bombarder d'anticorps contre cette protéine et on va le détruire. Donc, aujourd'hui, on a 2 vaccins dits à ARN messager. Il n'y a pas de virus vivant, il n'y a pas d'adjuvant. Là aussi, stimuler l'immunité par un adjuvant dans une maladie auto-immune, ça pouvait déclencher des poussées. Eh bien, il n'y en a pas. Alors, est-ce que ça sera plus efficace par rapport au vaccin de la grippe, par rapport au vaccin des pneumocoques? Pour le moment, on ne le sait pas, mais la réponse est probablement oui. Ça devrait être vraiment très efficace. Est-ce que ça sera mieux toléré? Eh bien, on y reviendra, puisque pour le moment, eh ben, il y a près de 10 millions de personnes vaccinées, on en discutera, et vous le savez, il n'y a aucun signal avec les vaccins à ARN messager, sauf les problèmes d'allergie, mais les problèmes d'allergie sont liés aux excipients, ils ne sont pas liés au vaccin lui-même. Donc, plutôt vaccin ARN messager, mais demain, dans 15 jours, dans un mois, si on a des nouveaux vaccins sur d'autres technologies, eh bien, de toute façon, on utilisera tous les vaccins disponibles pour essayer de vacciner le plus de monde possible, le plus rapidement possible. Donc, il faut aussi être lucide. Si demain, on vous propose un vaccin, par exemple AstraZeneca, qui est un vaccin qui pourrait arriver dans les semaines qui viennent, qui est sur une construction différente, eh bien, c'est un vaccin qui sera validé pour son efficacité, pour sa bonne tolérance. À l'évidence, si je devais me faire vacciner demain avec celui d'AstraZeneca ou un autre, eh bien, c'est clair, ça sera de toute façon nettement mieux que pas de vaccin du tout. Et donc, qu'est-ce qui va déterminer justement ce choix de vaccin? C'est en fonction des stocks qu'il y aura là où tu te fais vacciner. Alors, pour les semaines et les mois qui viennent, à l'évidence, on sera vacciné par le vaccin disponible. Vous avez vu, quand le fameux Moderna est arrivé, on a dit 50 000 doses arrivent, elles partent dans le Rhin, elles partent en Alsace. Autrement dit, pour des raisons que j'ignore, ce vaccin, il est parti en Alsace. Donc là, il y a effectivement des choix qui sont faits au niveau des autorités politiques de santé. Donc si demain, on nous dit, ben voilà, vous avez ici tel vaccin, eh ben, on prendra le vaccin disponible. Ok. Alors, vaccin efficace pour justement cette nouvelle version et les suivantes à venir du Covid? Alors effectivement, dans les patients, et pas que les patients, hein, dans la population générale, il y a des gens qui sont réticents, il y a des gens qui sont opposés, bien sûr. Ils disent, mais si ça se trouve, il ne sera pas efficace sur les fameux variants, et notamment ce fameux variant anglais qui est en train de se multiplier. Eh bien, aujourd'hui, il y a sur les sites internet de publications scientifiques une étude qui montre que les vaccins actuels à ARN sont tout aussi efficaces. Autrement dit, à la radio, on nous a dit il y a quelques jours que la vaccination devrait être efficace sur les variants, notamment le variant anglais. Donc, il y a un travail scientifique qui va dans ce sens. Donc, aujourd'hui, pour faire simple, la vaccination actuelle qui est contre le virus dit sauvage, eh bien, est une vaccination que l'on peut considérer comme efficace sur les variants et notamment le variant anglais. Bon, ce qui est plutôt une nouvelle super rassurante. Donc, la question que tout le monde se pose et que là, évidemment, qui revient pas mal dans les questions en live, c'est est-ce que le patient atteint de polyarthrite rhumatoïde justifie une très haute priorité? Parce que quand on reprend le discours de M. Castex et qu'on va voir la liste des maladies identifiées, il n'y a pas la polyarthrite rhumatoïde.
Alors, effectivement, au mois de mars 2020, tout le monde s'est retrouvé dans la situation où maladie auto-immune, biothérapie égale sujet à risque de forme grave. Aujourd'hui, les choses ont évolué et comme je vous l'ai dit, la maladie elle-même, en général, n'est pas associée à une augmentation du risque de forme grave. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc aujourd'hui, premier cas de figure, vous avez plus de 75 ans. Là, vous êtes, depuis lundi, dans les personnes dites à très haute priorité. Vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous souhaite bon courage pour trouver un centre de vaccination avec des vaccins disponibles. Mais voilà, donc plus de 75 ans, il n'y a pas de problème. Si vous avez moins de 75 ans, eh bien là, la filière des maladies rares a mis pour les patients prioritaires ceux qui ont une maladie auto-immune systémique rare. Ça n'est pas la polyarthrite rhumatoïde, ça n'est pas la spondyloarthrite, c'est le lupus, la sclérodermie, la maladie de Sjögren, la polymyosite. Quand elles sont traitées par cortisone au long cours, quand elles sont traitées par des immunosuppresseurs ou quand elles sont traitées par rituximab, et la filière a donné comme chiffre au ministère une estimation d'environ 20 000 patients. Je vous rappelle qu'il y a 300 à 400 000 polyarthrites rhumatoïdes et plus de 100 000 sous biothérapie. Donc, pour ceux qui nous écoutent ce soir, la polyarthrite, la spondylarthrite ne rentrent pas en principe dans ce cadre. Mais la Direction générale de la santé a mis certaines maladies. Les personnes qui ont des cancers sous chimiothérapie, des personnes qui sont en insuffisance rénale et en hémodialyse, des personnes qui sont greffées d'organes avec un traitement immunosuppresseur. Et pour nous, on a polypathologie chronique avec au moins 2 insuffisances d'organes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, polypathologie, si on a la polyarthrite rhumatoïde et qu'on est obèse, qu'on est diabétique, qu'on est hypertendu, qu'on est bronchitique, on est polypathologie. Si vous avez la spondylarthrite toute seule et que vous avez 30 ans, vous n'êtes pas en polypathologie. Mais pour la polyarthrite rhumatoïde, car je pense qu'à Landard, vous êtes essentiellement atteint de polyarthrite rhumatoïde, avec toutes les comorbidités, on peut considérer que la plupart d'entre vous, même à moins de 75 ans, on est dans la polypathologie chronique. Mais pour être à la très haute priorité, en principe, il faut avoir 2 organes malades. Autrement dit, il faut être insuffisant cardiaque, il faut être insuffisant respiratoire, il faut être insuffisant rénal, il faut être insuffisant hépatique, il faut avoir des comorbidités avec une insuffisance notable. Alors, oui. Vous voyez, c'est très, très flou. C'est très, très flou. C'est pour ça que dans les recommandations qu'on va mettre en ligne, j'espère demain ou plus tard, vous imaginez que tout ça, ça sera géré au cas par cas avec votre médecin et notamment votre rhumatologue. Alors, il y a la diapositive suivante, Sonia, qui sera peut-être un petit peu plus claire. Voilà, j'ai un rhumatisme inflammatoire, je suis sous méthotrexate, biothérapie, JAK inhibiteur. On peut considérer que c'est la polypathologie chronique. Et en fait, pour avoir ce certificat de très haute priorité, eh bien, le médecin, votre médecin généraliste, votre rhumatologue, eh bien, il fera le certificat en tenant compte de tout ce qu'il y a à côté. Alors, pour la polyarthrite rhumatoïde,
il y a un cas de figure qui est simple, c'est ceux qui ont une atteinte pulmonaire rhumatoïde. Donc là, polyarthrite rhumatoïde, insuffisance respiratoire sur pathologie pulmonaire. Voilà, ça, voilà. L'insuffisance cardiaque, mais il y a aussi l'insuffisance coronarienne. Donc, il y a ceux qui ont déjà fait un infarctus, qui ont des stents, et on sait que dans la polyarthrite, il y a très souvent une atteinte cardiovasculaire. L'insuffisance rénale, si vous avez du diabète et de l'hypertension, bah, très souvent, les reins fonctionnent moins bien. Vous voyez, on ne peut pas donner de réponse générale. Je vous donne les éléments que le docteur va prendre en compte pour savoir si vous êtes ce qu'on appelle une personne très vulnérable et donc à très haute priorité vaccinale. On n'est pas dans « je suis un sujet à risque », je ne suis pas « est-ce que je suis fragile ?» Est-ce que je suis prioritaire? Au 18 janvier, pour les moins de 75 ans, vous l'avez bien compris, on doit être à très haute fragilité. Vous voyez, c'est pas simple. Et le risque, c'est que si tous les médecins font des certificats simplement parce que j'ai de la polyarthrite, une biothérapie et du diabète, eh bien, vous imaginez bien que déjà maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de quoi vacciner, eh bien, ça risque d'être très très long. C'est médicalement justifié, puisque je vous ai dit qu'il fallait se vacciner. Mais le problème, c'est de rentrer dans les priorités qui sont définies par les autorités de santé, et elles sont définies, bien évidemment, par le nombre de doses. Il faut être lucide. Je ne suis pas politique, je ne le serai jamais. Voilà, si on avait plein de vaccins pour tout le monde, eh ben on vaccinerait tout le monde. Voilà. Ok, donc c'est un problème de faut être dans le rationnel, nombre de doses et priorisation avec les Exactement. profils les plus à risque. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas forcément de trouver dans son propre profil comment organiser un espèce de justification alors que de fait, il va falloir attendre son tour, entre guillemets, quoi. Je crois que ça va se discuter au cas par cas avec votre médecin, votre rhumatologue, sur les 2-3 mois qui viennent, parce qu'il va falloir un certain temps pour faire déjà ne serait-ce que toutes les personnes âgées et toutes les personnes qui vont rentrer déjà à très haute vulnérabilité. Donc là-dessus, Pfizer avait annoncé que l'usine en Belgique, ça serait 2, 3, 4 semaines. On essaye de nous dire qu'il n'y aura qu'une semaine. Soyons, là aussi, soyons très lucides. Il va peut-être falloir attendre quelques semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, avant que la plupart d'entre vous puissent bénéficier du vaccin. Donc, la discussion, c'est qu'effectivement, le risque est plus ou moins important, mais il ne va pas être plus important par la polyarthrite, la spondylarthrite et la biothérapie et le méthotrexate. C'est tout ce qui vous concerne qui conduira le médecin. Voilà, moi j'en ai. Le CHU de Lille nous a annoncé qu'il pourrait chaque semaine vacciner 100 personnes très vulnérables. Ben, c'est sûr que si sur le CHU de Lille, il y a les cancers et les leucémies sous chimiothérapie, les transplantés d'organes, les hémodialysés, il n'y a pas de place pour les rhumatisants. Hein. Mm. Et on m'a demandé, j'ai dit, je pense que je pourrais avoir quelques patients par semaine. Et donc, effectivement, hier, à ma consultation, polyarthrite, 73 ans, bronchite, diabète, hypertension. Honnêtement, quand vous avez tout ça, le médecin, en son âme et conscience, il peut considérer que vous êtes à très haute priorité. Par contre, si vous avez 55 ans, si vous êtes une femme, puisque vous savez que les hommes meurent 2 fois plus, si vous avez 55 ans, une polyarthrite qui ne va pas trop mal, un petit diabète équilibré ou juste une tension équilibrée, vous ne serez pas à très haute priorité. Voilà. Donc, discussion avec son rhumatologue, discussion avec son médecin traitant pour savoir si oui ou non on vous considère en très haute priorité. Par contre,
ce qu'on espère tous, c'est que sur la vague d'après, comme il y a beaucoup de comorbidités, je pense que ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, il y ait un accès plus facile pour la plupart d'entre vous parce que les comorbidités sont fréquentes. Ok. Donc, discussion et patience. Alors, beaucoup de questions sur, évidemment, est-ce qu'on doit arrêter le méthotrexate, la biothérapie, l'anti-JAK? Est-ce qu'on doit faire avant, après? Est-ce que la vaccination pourrait faire repartir la polyarthrite? Beaucoup de questions autour de ça. Donc, On a je te laisse préparé une réponse simple. Non. Ce ne sont pas des vaccins à virus vivant. Il n'y a pas de contre-indication, sauf ceux qui ont fait des allergies graves, et ça se discutera au cas par cas avec les médecins qui vaccinent. Alors, c'est vrai, on n'a pas fait d'études spécifiques. Certains d'entre vous se souviennent que pour le méthotrexate et la vaccination contre la grippe, on leur a dit qu'il était préférable de ne pas faire le méthotrexate les 2 semaines qui suivent. Ça, c'est une seule étude au monde. Les rhumatologues le savent, mais beaucoup de rhumatologues l'oublient. Donc, je ne serais pas surpris que la majorité d'entre vous, vous avez eu votre vaccin contre la grippe sans arrêter le méthotrexate. Donc, c'est une étude que le méthotrexate et que la grippe. Mais, est-ce que je vais aller vous dire, en pleine pandémie et à la veille d'une grosse vague, non, non, on va attendre, on va arrêter le méthotrexate, on verra bien. Non, non, non. Il faut rester simple. Aujourd'hui, il n'y a pas de données spécifiques, il n'y a pas de risque particulier. Donc, réponse très simple, on se vaccine et on continue son traitement normalement. Sauf le rituximab. Mais attention, diapo suivante, c'est pas rituximab, je ne vais pas me faire vacciner. Tous ceux qui sont traités par rituximab, ils sont dans la très haute priorité, quel que soit l'âge. Pourquoi? Parce que, j'allais dire, pas malheureusement, mais dans les études scientifiques, le seul traitement où il y a plus de formes graves, c'est le rituximab. Donc, il n'est pas question de dire à ceux qui sont sous rituximab, ah ben non, on va attendre. On va attendre 3 mois, 4 mois, parce que le vaccin, il marchera peut-être mieux. Non. Donc, le rituximab, dans les maladies auto-immunes rares, il est dans la très haute priorité. Le rituximab, il soigne les leucémies et les lymphomes. Et quand on a un cancer soigné par rituximab, on est en très haute priorité. Nous, en rhumatologie, et notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, le rituximab, il y a un peu plus de formes graves. Donc, discussion informelle du bureau de la SFR, celles qui sont traitées par rituximab, ils doivent se faire vacciner, quel que soit le moment. L'idéal, ça serait d'être vacciné avant, donc avant la prochaine perfusion. Et là, je vous ferai le certificat si personne ne veut vous le faire. Et si vous avez eu votre perfusion il y a 8 jours, il y a 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut vous faire vacciner. Et j'allais dire, le plus vite possible. Parce que si vous chopez la Covid dans 1 mois et demi, on aura l'air malin. Et on va dire, oui, mais le professeur Philippot, il m'a dit que c'était mieux d'attendre 3 mois, 4 mois pour que mon vaccin il marche mieux. Oui, non. C'est un vaccin qui, oui, il pourrait marcher un peu moins bien. Ouais, il peut marcher un peu moins bien. On ne sait pas de combien. On ne va pas attendre 6 mois, 1 an d'avoir fait les études. Et moi, j'ai une malade, globalement, elle a fait son rituximab, elle a chopé le Covid. Ça s'est bien passé. Et on lui a fait ses prises de sang, elle a tous ses anticorps, hein. Elle s'est immunisée normalement. Donc, le rituximab,
idéalement, je me vaccine avant et il est légitime de revendiquer la haute priorité vaccinale. Et si mon rituximab, il a été fait il y a 15 jours, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, eh bien, on se vaccine. Et c'est vrai, si je suis à distance, en théorie, ça pourrait marcher mieux. OK. Alors, autre discussion. Vous allez me dire, oui, mais moi, je suis sur rituximab. Voilà, vous me dites qu'il y a quand même un peu plus de formes graves. Je ne sais pas si je pourrais être vacciné avant. Donc, c'est vrai, ça, c'est une discussion qu'il faut avoir avec votre rhumatologue parce qu'on peut éventuellement vous proposer un autre traitement. Mais là, vous voyez, c'est une discussion que l'on peut avoir avec son rhumatologue, mais qui est de l'alternative thérapeutique, de changer de traitement. Moi, il est clair qu'à titre personnel, en général, les malades qui ont du rituximab, ce n'est pas par hasard. C'est souvent un traitement qu'on choisit sur un certain nombre de critères. Et quand ça marche bien, bah honnêtement, quand on essaye un nouveau traitement, on n'est jamais sûr qu'il va marcher aussi bien. Donc, personnellement, à Lille, les malades sous rituximab et qui continuent, c'est-à-dire qu'en général, ils vont bien, eh ben, je vais tout faire pour essayer de les vacciner et je vais continuer le rituximab. Mais je pourrais comprendre hein, que certaines personnes se disent oui, ben moi, peut-être que je vais changer, j'ai envie de changer. Bien sûr, ça se discute au cas par cas, ça dépend ce qui existe comme traitement, etc. etc. Donc, en théorie, oui, on peut discuter de changer de traitement plutôt que le rituximab. L'idéal pour moi, c'est de se faire vacciner quelques semaines avant. Mais même si vous avez eu votre rituximab, eh bien, faites-vous vacciner. Et j'allais dire, le plus tôt possible. De toute façon, j'ai peur que vous n'ayez pas de rendez-vous demain. Bon. Donc, ça, c'est un point particulier, mais qui ne va pas dans le sens rituximab, pas de vaccin ou vaccination retardée. Ce serait, je pense, et j'ai l'avis homogène du bureau de la Société française, ça serait, je pense, mais une erreur. Enfin, je ne sais pas, moi, si j'ai un malade qui me dit ben voilà, j'ai chopé le Covid au mois de mars avec le variant anglais et je n'ai pas été vacciné parce que vous m'avez dit que c'était mieux d'attendre. Non, non, non. Moi, je ne vous dis pas d'attendre. Je vous dis, faites-vous vacciner. Ok, une petite question pratique. Si il y a une fièvre en réaction à la vaccination, est-ce que on décale la biothérapie ou est-ce qu'on ne tient pas compte de cette fièvre particulière? Alors, s'il y a une fièvre par réaction à la biothérapie, à la vaccination, c'est d'abord vraiment pas souvent et très passager. C'est des petites fièvres qui durent une journée. Donc, par rapport à nos biothérapies, qui sont toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, ça n'est pas un problème. Si on a un petit doute particulier, eh ben, on retardera sa piqûre de 1 jour ou 2. Voilà. Et on en parle à son docteur. Alors, pour ceux qui ont déjà eu la Covid, vaccination ou pas vaccination? Alors, effectivement, depuis quelques semaines, eh bien, comme il y a les tests et les dépistages, eh bien, on voit un certain nombre d'entre vous qui ont attrapé la Covid. OK. Donc, si on l'a attrapé et si on l'a bien attrapé, eh bien, en principe, on développe des anticorps naturels. Donc, on a une immunité naturelle. Mais on ne sait pas combien de temps elle dure. On ne sait pas. Est-ce qu'on va être protégé 6 mois, 1 an? On ne sait pas. Par contre, quand on fait des petits Covid et quand on fait ce qu'on appelle des formes asymptomatiques, c'est-à-dire j'ai été cas contact, je fais mon test, il est positif, mais je n'ai pas de fièvre, je ne tousse pas, bon. Eh bien, on a effectivement une étude en Angleterre qui montre que si on a fait des formes minimes, légères, eh ben, les anticorps ils disparaissent rapidement. Alors, attention, les anticorps, c'est une arme de défense contre les virus, les bactéries.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle l'immunité des cellules, c'est-à-dire que votre microbe, vous pouvez le bombarder d'anticorps et le détruire. Mais vous pouvez aussi avoir des grosses cellules qui vont le bouffer. Et ça, on ne connaît pas aujourd'hui la totalité de l'immunité naturelle. Mais les anticorps, ils peuvent diminuer et disparaître. Et si j'ai des traitements qui jouent sur l'immunité, le méthotrexate, la cortisone, les biothérapies, c'est une vraie question. Autrement dit, pour le moment, il est recommandé de ne pas se faire vacciner trop vite. Ça, c'est une première réponse. Si vous avez fait la Covid, l'immunité ne serait peut-être pas pérenne. Donc, si on doit se faire vacciner, la filière dit que ça n'est pas systématique, c'est seulement chez les sujets les plus fragiles. Et la Société de maladies infectieuses dit, vous vous faites vacciner avec un délai de 3 mois. Ça ne repose sur aucune étude scientifique à ce jour. Donc, je pense que ce qui est de plus sage, si vous avez fait la Covid, eh bien, je crois que la logique, c'est de faire une prise de sang et on regarde si vous avez encore des anticorps. Et personnellement, j'ai tendance à penser, mais là, c'est que le professeur Flippo qui pense, si vous avez des anticorps à taux élevé, eh bien, pour moi, il n'y a pas d'urgence à vous faire vacciner. Et je crois que comme on est en pénurie de vaccins, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux faire bénéficier du vaccin ceux qui n'ont pas du tout d'anticorps et ceux qui sont à risque. Donc, si j'ai fait la Covid, je peux en faire un deuxième. J'en ai vu 2 la semaine dernière. Je n'ai pas d'immunité a priori à vie. Mais est-ce que je dois me faire vacciner demain? On peut peut-être effectivement se faire vacciner, mais de façon différée. Encore beaucoup d'inconnus. Donc, je peux me faire vacciner. A priori, je serai mieux protégé. Et le délai est de 3 mois. Ok. Donc, il y avait la question aussi tout à l'heure de la durée d'efficacité de la vaccination. C'est comme cette immunité après avoir fait la Covid. On a un peu d'inconnu là-dessus. Donc, pour le moment, on a des données à 6 mois qui sont plutôt rassurantes, mais effectivement, il est possible que l'on soit dans un schéma comme la grippe. Il faudra peut-être se faire vacciner tous les ans. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une dizaine de laboratoires au monde avec peut-être 4, 5, 6 vaccins, parce que là, on va vacciner la population mondiale tous les ans. La grippe, on vaccine les sujets à risque, globalement les plus de 65 ans. Mais on ne vaccine pas, on vaccine 10 millions de Français, mais on n'en vaccine pas 40 à 50 millions. Donc, oui, il est possible que l'on ait besoin de se faire vacciner peut-être une fois par an. Mais on n'en sait rien parce que peut-être qu'une fois qu'on aura fait la vaccination, qu'on aura coupé la transmission, quand on regarde le virus Ebola, le virus Zika, de temps en temps, ça s'arrête tout seul. Ça s'arrête tout seul. On ne sait pas très bien pourquoi. Bon, donc, affaire à suivre. Là, c'est déjà la première vaccination en 2021. Il y a pas mal de questions sur comment on fait pour savoir justement est-ce qu'on peut tester l'immunité cellulaire? C'est quoi le chiffre pour savoir si il faut faire le vaccin ou pas? C'est à voir avec le médecin. Donc, oui. Donc, les anticorps, ça se dose dans le sang. C'est une prise de sang. Les cellules de l'immunité, on peut le faire un petit peu parce qu'il y a eu le sida. Donc le sida, il a détruit les cellules de l'immunité cellulaire. Donc on peut faire une prise de sang pour rechercher le nombre de ces cellules. Ce n'est pas du tout validé, ce n'est pas du tout adapté pour le moment. Donc pour le moment, on se fait vacciner
et on va voir, j'aurai l'occasion probablement, puisque je suis vacciné, je n'attraperai pas Covid moi. Donc normalement, même pour un homme de plus de 60 ans, je devrais pouvoir revenir et actualiser ces petits webinars. On y compte bien. Maintenant, la question, c'est un peu, on l'a soulevé déjà un peu tout à l'heure, est-ce que le vaccin peut provoquer une poussée de la maladie? Tu disais a priori non. Donc, a priori, non. Les études scientifiques, il n'y avait pas ou très très peu de maladies auto-immunes dans la population qui a fait le développement des tests. Comme il n'y a pas d'adjuvant, comme il n'y a pas de virus vivant, on n'a pas trop de crainte de dérèglement immunologique. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions de personnes qui ont été vaccinées et nous n'avons pas de signal. Et vous savez que les maladies auto-immunes représentent à peu près 1% de la population. Donc, on peut imaginer qu'il y avait eu peut-être 10 000, 50 000, 100 000 maladies auto-immunes qui ont été vaccinées. On n'a pas de signal. Le professeur Mariette du Kremlin-Bicêtre va coordonner une énorme étude européenne où on vous posera en consultation 2-3 questions. Vous avez été vacciné? Oui, non. Est-ce que vous pensez avoir fait une poussée? Oui, non. Est-ce que vous avez fait une réaction? Oui, non. Donc, vos rhumatologues probablement vous poseront les questions sur les semaines qui viennent. A priori, nous, médecins, on n'a pas d'arrière-pensée de risque de poussée, d'induction de maladie auto-immune. Notre question à nous, c'est est-ce que ça va marcher aussi bien? Et là, la Société française, avec le professeur Morel de Montpellier, eh bien, l'étude se met en place. On va faire des études. Voilà, on vous vaccine et on vous fera des prises de sang tous les 2 mois, 3 mois, et on va regarder la durée et l'efficacité des anticorps. Les études, il faut les faire. Et je sais que vous y participerez volontiers parce que c'est forcément quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qui vous concerne, mais ça ne se fera que sur quelques centaines de personnes pour les études. Hein. Donc, mais on aura des réponses. Mais voilà, on aura des réponses dans 6 mois. Mais bon, voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc là aussi, on compte sur vous. Mais là, je ne suis pas inquiet parce que vous êtes malheureusement nombreux et il ne nous faudra que quelques centaines, que quelques milliers de personnes en France. Donc, vous voyez, en ce moment, on recherche combien de gens ont fait la Covid sans le savoir, les formes asymptomatiques. On dit que les jeunes, les enfants, ils font la Covid sans le savoir. Quand on a une maladie où l'immunité est déréglée, est-ce qu'on fait des formes asymptomatiques? On n'en sait rien. Donc aujourd'hui, 5000 d'entre vous eh bien, vont accepter une piqûre pour savoir s'ils ont eu la Covid. Ben, vous voyez, en 15 jours, 3 semaines, il y a déjà eu 2000 personnes qui ont été piquées. Ça va très très vite. Ça va très très vite parce que tout le monde sait que là, c'est utile pour avoir des réponses rapides. Donc, a priori, c'est un vaccin qui devrait avoir une très bonne tolérance. La seule vraie question, c'est est-ce qu'il va marcher à 95% ou 90 ou 85? Et là, les études, ben, il faut les faire. Et il faut les faire avec vous. Une petite question en parallèle, est-ce que tous les vaccins disponibles ou à venir fonctionnent avec une première injection et un rappel? Alors, vous avez entendu, comme il y a une pénurie de vaccins, on a commencé à dire que le rappel pouvait peut-être se faire à 4, 5, 6 semaines. Vous avez entendu que certains disent, mais dès la première piqûre, il y a déjà 50, 60% des gens. Oui, mais nous, on n'est pas là pour gérer la pénurie. Donc aujourd'hui, les résultats des études, 90-95%, c'est 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Donc, on n'est pas là pour faire la gestion du manque de vaccins. Médicalement, il faut suivre la vaccination telle qu'elle a été faite dans les études. Donc, sauf cas particulier, 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Ok.
Je te pose la question directement, là, un auditeur nous dit professionnel de santé sous Nordimètre Plaquenil, le médecin a refusé de la vacciner par rapport à une réaction allergique d'il y a 25 ans par rapport à l'iode quand elle avait fait un examen de contraste. Et Alors, comment? si c'est le… Donc là, la question, c'est les probables rares contre-indications sur les risques allergiques. Donc, pour les risques allergiques, il n'y a pas d'allergie au vaccin lui-même, puisque c'est un petit matériel nucléaire. La Société d'allergologie considère que ce sont des allergies qui sont liées à ce qu'on appelle les polyéthylène glycols et les polysorbates. En fait, il y en a dans plein de médicaments. Donc, il y a très très peu de personnes qui ont une véritable allergie à ces produits. Alors, si vraiment on considère que la personne doit se faire vacciner, un professionnel de santé qui est médecin, réanimateur, infirmier, aide-soignant en réanimation Covid, si effectivement on considère que sur le plan du travail et de l'exposition, le risque est élevé, je vous donne ma réponse à chaud, consultation d'allergologie pour savoir si oui ou non on fait une contre-indication réelle au vaccin. Donc, je passe par un avis spécialisé d'allergologie. Parce que Ok, si donc c'est pour pour toutes dire au les médecin du travail, allergies. j'ai fait une allergie, bah oui, on peut faire une allergie aux crustacés. Hein. Ok, donc pour toutes les questions autour des allergies, la réponse est celle-là. Voilà. Avis de l'allergologue. Avis de l'allergologue si nécessaire, si effectivement on vous interdit la vaccination, c'est quand même une interdiction. Enfin voilà, un professionnel de santé qui en plus a voilà, une polyarthrite, une biothérapie, même si on sait qu'il n'y a pas de risque augmenté à cause de ça, mais il peut y avoir la tension, le diabète, le poids, etc. Je dirais, bon, parce que ça veut dire aussi que c'est un personnel qui sera retiré de ce qu'on appelle la première ligne et la deuxième ligne. Autrement dit, on va le laisser croupir dans un bureau, comme moi. Hein. Bon. Alors, on te demande ton avis sur l'info, sur les effets malheureux, le lien qui serait fait entre la vaccination et le décès de certaines personnes de plus de 75 ans post-vaccination. Alors, vous n'allez pas me croire, sur les 10 millions de personnes vaccinées, eh bien, tous les jours, il y en a quelques-unes qui meurent. Pardon. Vous n'allez pas me croire, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, bien évidemment, donc on a médiatisé il y a quelques jours 4 personnes décédées en France, une vingtaine décédées en Scandinavie. Ben évidemment, quand vous vaccinez, on a vacciné 300 000 personnes à peu près ou un peu plus maintenant en France, et on a vacciné en priorité les personnes âgées. Ben, ils meurent tous les jours. La question, ça n'est pas le nombre de morts chez des gens vaccinés, c'est d'analyser les causes de décès. Donc effectivement, comme tout le monde est inquiet, interrogatif, on est manipulé par les lobbies pro-vaccins d'un côté, par les lobbies anti-vaccins de l'autre. On est au milieu des lobbies et des complotistes. Donc, effectivement, il faut une lisibilité sur les effets secondaires éventuels du vaccin. Je peux vous dire qu'il y a une analyse par les centres scientifiques de pharmacovigilance extrêmement étroite et rigoureuse. Des gens décèdent, oui, on va attendre l'analyse des causes de décès. Pour le moment, il n'y a aucun décès imputable, même hypothétiquement, au vaccin. Et puis, je vais même plus loin. Supposons qu'il y ait des morts à cause du vaccin. Eh bien, on va calculer combien de morts du vaccin, combien de morts épargnés par le vaccin. Et en fait, en épidémiologie, si vous avez un mort tous les millions de vaccinés, on va dire, ben voilà, 50 personnes
vont mourir du vaccin du Covid en France. On va dire, mais c'est monstrueux, 50 personnes mortes. Oui, mais si à côté on dit qu'il y a 100 000 vies épargnées, ben oui, si c'est mon père, ma mère, ma femme, mon fils, ma fille ou moi qui meurt, ben on sera très très triste. Bon, peut-être que certains ne seront pas tristes que je meure, mais à côté, vous allez épargner des milliers de vies. Donc ça, ce sont des constatations qu'il faut garder, parce que sur le plan de la médecine, il y a l'épidémiologie et il y a la politique de santé générale. Donc aujourd'hui, aucun signal alarmant, même pas de signal du tout. Ok, c'est très très rassurant. Merci de la mise en perspective. C'est vrai qu'en voyant les choses comme ça permet de relativiser. Donc bien sûr, des questions autour des autres vaccinations auxquelles sont confrontés les patients, que ce soit la grippe ou le pneumovax notamment. Donc ça, c'était la petite question d'après. Si vous êtes vacciné contre la grippe, si on vous demande d'être vacciné, de faire votre rappel contre les pneumonies à pneumocoques, donc on ne sait pas, on n'a pas d'inquiétude particulière. Donc les recommandations de la Société de maladies infectieuses, c'est de proposer 2 à 3 semaines d'écart entre les deux vaccinations. Ça, c'est surtout vrai pour la grippe. On n'a pas de données particulières pour les pneumonies à pneumocoques. Donc, voilà, c'est une réponse, on va dire, de bon sens par les experts. Voilà, on ne fait pas les vaccins le même jour, on ne les fait pas trop rapprochés, on espace de 2 à 3 semaines. Voilà. Eh bien, écoute, je pense que tu as répondu à toutes les questions, en tout cas, qui pouvaient ne pas être du cas particulier, hein. Pardon pour ceux qui auraient eu des questions très, très précises et qu'on n'aurait pas abordées. Mais je crois que là, on a quand même pas mal balayé. Donc, je vais te laisser aborder la conclusion. Voilà, donc aujourd'hui, tous autant que nous sommes, je crois qu'on a tous très bien compris que sur la vaccination contre la Covid en France et ailleurs, eh bien, on est déjà sous un cadre qui est un cadre de stratégie vaccinale qui nous est imposé par le gouvernement sur les conseils d'un certain nombre de spécialistes. Autrement dit, il y a les vagues de Covid. Donc là, on est à la veille de la troisième, hein, qui, vous le savez, est annoncée pour février-mars. Et même chose, la politique vaccinale s'est faite par étapes. Et donc, il y a eu la première étape pour les personnes âgées en EHPAD. Pour les soignants de plus de 50 ans, c'était la première vague. La deuxième vague, c'est celle d'aujourd'hui, personnes de plus de 75 ans et les personnes considérées comme très vulnérables. Et puis après, mais maintenant on ne sait pas quand, hein, il y aura la troisième pour laquelle on va baisser la barre d'âge et on va intégrer des gens fragiles. Et c'est là où certains d'entre nous se disent, voilà, c'est là où polyarthrite, spondylarthrite, biothérapie, un petit peu de tension, un peu de diabète, voilà, on pense que la majorité d'entre vous pourrait rentrer dans la prochaine ligne de stratégie. Et vous l'avez bien compris, ça dépend d'abord et avant tout des vaccins. Je crois que très clairement, ne pas recommander la vaccination, eh bien, si ça se passe mal, alors que vous n'êtes pas vacciné, je me ferai un plaisir d'être l'avocat de, je dirais, de la partie civile. Et je crois que le médecin qui vous aura déconseillé, qui vous aura interdit cette vaccination, à mon avis, il prendra cher. Je n'en dis pas plus. Maintenant, se vacciner, oui, mais vous savez que tout ne sera enrayé que quand on sera à 60-70% de la population protégée. C'est-à-dire, soit qui aura chopé le Covid avec une immunité naturelle qui dure, soit vacciné.
Donc, il faut aussi, bien évidemment, recommander la vaccination à votre entourage pour se protéger les uns les autres. Et vous savez qu'il faut 60-70% de la population pour que quelques-uns bénéficient de la vaccination dite collective. Et puis, pendant encore des mois, eh bien, ça reste associé aux mesures barrières. On n'est pas prêt de se refaire la bise. Voilà. Donc, voilà des choses simples. Faites très attention à ce qui se dit, même quand c'est dit par des grands professeurs de médecine. Le professeur Raoult, c'est le plus grand chercheur français. Il est en procès et accusé par le Conseil de l'Ordre, parce qu'il a proposé un traitement inefficace et qui a fait quelques morts. Donc, ce n'est pas parce que c'est un grand professeur, même le grand professeur Flippo, voilà, j'essaye de rester dans la mesure, la modération, de proposer quelque chose de sensé, d'un peu collégial, parce que ce que je vous dis, c'est quand même quelque chose échangé avec une dizaine de mes collègues. C'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, mais très clairement, je pense que les conclusions auxquelles nous arrivons tous ce soir sont les conclusions de bon sens que l'on doit avoir aujourd'hui avec les connaissances dont on dispose et encore beaucoup d'inconnus. Prochain webinar, à mon avis, dans 3 mois. Je pense qu'on peut prendre un abonnement. Je vais souscrire un contrat à Landar pour mon petit webinar trimestriel, parce que sinon, ça va me manquer. À nous aussi, il y a déjà pas mal de commentaires qui disent que tu es plus sympa que le professeur Raoult, que beaucoup de Un remerciements pour… webinar avec le professeur Raoult, ça dépote, Ça dépote. Je suis pas sûre là. Donc n'hésitez pas à voter là. Il y en a encore qui n'ont pas voté. N'hésitez pas à nous dire votre position sur la vaccination. Tout le monde te remercie évidemment pour tous tes propos très clairs, très rassurants et très éclairants sur tout ce sujet compliqué. Donc là, si je vais arrêter le vote là maintenant tout de suite. Allez, je vous laisse encore 5 secondes pour les Alors, derniers. voyez, cette question, j'essaye de plus trop la poser parce qu'il y a un protocole en cours. En consultation, la plupart d'entre vous viennent indécis et ils me disent je pensais vous en parler. Autrement dit, ceux qui n'assistent pas à ces réunions, quand ils viennent, ils sont perdus et ils ne savent pas trop. Et ils disent je vais en discuter avec mon rhumato. Et alors, bien sûr, quand ils ont la chance d'avoir le professeur Philippot, quel bonheur! Donc, ils sont indécis et en fin de consultation, c'est presque toujours oui ou plutôt oui. Parce qu'en fait, la principale réserve, c'est oui, mais on aimerait avoir du recul, plus de monde. Malheureusement, on va l'avoir le recul. Parce que dans 2-3 mois, on sera à 20-30 millions de vaccinés. N'oubliez pas que quand vous avez un traitement, les traitements que vous avez, les biothérapies, quand ils sont commercialisés, ils ont été testés par 3000 malades. 3000. Et on vous les propose et vous dites rien. Là, on est déjà à plus de 10 millions. Et vous allez nous demander « Ah oui, mais on aimerait avoir plus d'expérience, plus de recul. » Voilà, il faut aussi être raisonnable. Voilà, ce fut un plaisir. Ça sera passionnant. Mais la recherche ne cesse d'évoluer. Si le professeur Gutenberg n'intervient que dans un mois, ce n'est pas grave. Il cherche. Il cherche. Pourvu qu'il trouve. Oui, on trouve des nouveaux traitements, mais ce n'est pas les chercheurs qui trouvent. C'est l'industrie pharmaceutique. Voilà, nous, en tant que chercheurs, on se positionne sur l'utilisation et sur les stratégies. Mais il y a toute la recherche clinique. Le professeur Gutenberg est certainement un des jeunes les plus actifs de toute la recherche clinique. Et bien évidemment, on n'est pas tous des rats de laboratoire, heureusement. Sujet passionnant. Merci voilà. beaucoup. Landar m'enverra un lien pour que je puisse m'inscrire. Avec plaisir, on va te faire ça en VIP.
Merci encore René-Marc pour tout le temps que tu passes pour éclairer tout le monde. Je vous préviens d'ores et déjà que d'ici quelques jours, allez, une bonne semaine au plus, vous aurez accès aussi à un support d'information autour de la vaccination qui reprend bien sûr les points qu'on a abordés ce soir. Vous le savez déjà, avec le professeur Philippot, on vous a mis à disposition aussi 30 questions autour de la Covid. Donc, on n'a pas chômé, je dirais, cette année, René-Marc. C'est vrai. Vive le confinement. Merci encore. Très bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi retrouver cette webconférence en replay dès demain, voire dès ce soir, mais en tout cas très, très vite. Merci encore. Au mois prochain. Et donc, René-Marc, au maximum dans 3 mois. Bonsoir à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver, toutes et tous. Au revoir.